Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h18, c'est Europe 1 Soir Week-end. Je suis très heureuse d'être avec vous sur l'antenne d'Europe 1. M'ont rejoint dans ce studio des spécialistes de la politique. Je suis très très heureuse de vous accueillir. Nous, on est très heureux d'être avec vous, Pascal. Bienvenue. Oui, bienvenue. Merci à vous. On va passer de bons moments ensemble, évidemment, et avec les auditeurs d'Europe 1, bien sûr, qui sont avec nous. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, est avec nous. Paul Melun, écrivain et essayiste également. Jules Torres, journaliste politique au JDD. Messieurs, j'ai l'article ici qui est sorti dans le Figaro tout à l'heure. Nicolas Sarkozy, qui sort de son silence pour la première fois depuis les élections européennes. Il ne s'était pas exprimé, mais là, semble-t-il, l'ancien président, l'ancien chef d'État juge que la situation en France est catastrophique. Il parle de plusieurs crises et il appelle les Républicains à se mobiliser. Ça suffit. Les dissensions partisanes, passez au-dessus, s'il vous plaît, désignez quelqu'un qui soit capable de gouverner, parce que pour l'instant, ça fait 45 jours qu'on n'a pas de Premier ministre, Louis de Ragnel. Et oui, les mots sont très clairs. Quand Nicolas Sarkozy dit « la droite doit assumer la responsabilité de gouverner », il dit ensuite « les Républicains doivent œuvrer à faire nommer un Premier ministre de droite ». Donc c'est extrêmement clair. C'est des propos qui sont pas nouveaux de Nicolas Sarkozy. Déjà en 2017 puis en 2022, Nicolas Sarkozy voulait que les Républicains, son parti politique, fassent un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron, parce que son idée initiale, c'était de faire en sorte que les Républicains prennent le pouvoir un peu au gouvernement d'Emmanuel Macron, en étant très soudés, en étant travailleurs et avec cette culture de gouvernement. Donc c'est vrai que ça fait depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron que Nicolas Sarkozy bouillonne en se disant mais pourquoi est-ce que ma famille politique se tient toujours à côté de la Macronie. Ce qui est force est de constater aujourd'hui, c'est vrai, aucun patron des Républicains n'a suivi la stratégie ni les conseils de Nicolas Sarkozy. Mais ça, c'est vrai ce que dit Louis de Ragnel, Jules Torres. Pardon, mais on a vu effectivement les Républicains sortir du bureau d'Emmanuel Macron. Ils étaient d'accord sur rien, aucun accord possible. Donc peut-être que c'est aussi le moment pour Nicolas Sarkozy de dire allez, ça suffit, on va falloir trouver des terrains d'entente. Et il entend peut-être que, tiens, lui, son candidat, ce serait peut-être Xavier Bertrand. Bien sûr, mais le problème de Nicolas Sarkozy, et c'est à mon avis pour ça que cette interview est un petit peu un coup d'épée dans l'eau, c'est que les personnes qui aujourd'hui contrôlent le parti Les Républicains ont décidé depuis quelques années de faire une rupture avec Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous, Bruno Retailleau en 2022, il disait qu'Emmanuel Macron, main dans la main avec Nicolas Sarkozy, menait une déstabilisation de la droite. Laurent Wauquiez, lui, il essaye de le ménager le plus possible. Nicolas Sarkozy, c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait tenté d'imposer Brice Hortefeux sur la liste aux européennes. C'est pour contenter Nicolas Sarkozy et ne pas le froisser. Ce que vous dites, Jules Torres, c'est que Nicolas Sarkozy, finalement, il a plus l'aura qu'il avait à droite dans sa famille. Ah oui, complètement. Mais parce que il a aussi voulu ne pas avoir de successeur. On pense à Xavier Bertrand. Il n'a jamais voulu que lui prenne la direction du parti. Il ne l'a jamais soutenu. Éric Ciotti, c'est pareil. Quand il disait qu'il avait pris la présidence des Républicains, il disait j'ai été déçu que Nicolas Sarkozy ne me soutienne pas. Donc malheureusement, je ne suis pas sûr que cet appel soit vain. Nous, là, d'ailleurs, on a proposé une interview pour ce week-end à Laurent Wauquiez. Il nous dit on ne répondra pas. On va attendre. On ne subit pas la pression. Donc vous voyez, c'est intéressant, personne ne va réagir à droite ce week-end. Oui, il n'est pas très aimable avec Laurent Wauquiez, dans le papier du Figaro, Nicolas Sarkozy. Donc c'est assez normal, je pense qu'il ne veuille pas réagir. Non, Laurent Wauquiez, bien sûr, il dit à Laurent Wauquiez et à la droite de rejoignez Emmanuel Macron parce qu'aujourd'hui, il faut avoir une hauteur de vue, détachez-vous de 2027. Et il dit surtout, aucun risque de se dissoudre aujourd'hui dans le macronisme. Si vous êtes fort, vous ne vous dissolvez pas. Et finalement, c'est un petit peu la critique qu'il y a envers Laurent Wauquiez, c'est qu'il choisit toujours le coup d'après, et à force de choisir le coup d'après, il va finir par le rater. Souvenez-vous du petit mot de Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, c'est le taureau qui ne veut pas aller à la corrida. Et je pense qu'on est complètement là-dedans. Vous pensez aussi ça, Paul Melun, effectivement? Écoutez, moi ce que je pense, c'est que Nicolas Sarkozy a raison au moins sur un point, c'est que l'ADN de sa famille politique, l'ADN, je dirais, gaulliste des Républicains, c'est de gouverner. C'est dans les moments de trouble, dans les moments de doute, dans les moments où la démocratie est fracturée, de dire nous sommes là pour exercer le pouvoir et pour exercer la continuité de l'État. Et que
que ce parti n'est pas conçu et n'a pas été conçu pour être dans l'opposition ad vitam aeternam. Donc, sa parole doit être entendue. Et si Nicolas Sarkozy tient cette parole en ce moment, c'est parce qu'il pense que sa parole peut être déterminante. Oui, mais Jules et Torres qu'elle peut pense faire que pencher. ça n'a pas d'impact chez les Républicains. Alors moi je pense que là où Jules a raison, c'est qu'aujourd'hui, disons que la parole de Nicolas Sarkozy est largement démonétisée au sein des LR, comme d'ailleurs celle de François Hollande au sein du Parti Socialiste. Cependant, auprès de l'électorat, Nicolas Sarkozy, il compte énormément. C'est l'ancien président de la République, il incarne la droite, et d'ailleurs, depuis lui, pas grand monde au sein de LR n'a su incarner sa famille politique avec le même poids que lui. Les autres à côté, sans leur faire offense, sont un peu des nains à l'échelle de l'histoire. Lui, là, ces 20 dernières années, à droite, on retiendra Nicolas Sarkozy. Oui, c'est vrai. Non, ce qui est vrai, c'est que Nicolas Sarkozy a énormément de fans. Il suffit de voir les dédicaces pour ses livres. Enfin, il n'y a pas un politique. Non, mais il a qui du signe. charisme, Nicolas Sarkozy. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Exactement. Nicolas Sarkozy a du charisme. Mais c'est un charisme qui ne se traduit pas forcément par une obéissance absolue dès lors qu'il professe des consignes. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Nicolas Sarkozy donnait des consignes, incitait sa famille à aller dans telle ou telle direction. Et c'était de plus en plus, on observe que sa famille politique ne le suit pas. Ensuite, moi, ce que je trouve intéressant, et ça, Nicolas Sarkozy ne l'a pas perdu, c'est quand il dresse des diagnostics sur la situation. Je me souviens de le dernier entretien que Nicolas Sarkozy avait accordé à la presse écrite, c'était au Journal du Dimanche, au moment des dernières élections législatives, et où il avait parlé de la Russie, il avait parlé du contexte géopolitique. Et là, Nicolas Sarkozy parle des défis qui se présentent à la France. Si on peut simplement, je peux les citer. Il dit: la France est face à 3 crises simultanées qui peuvent exploser soit en même temps, soit successivement. D'abord la crise financière, la crise sociale. Il dit d'ailleurs que c'est une triste tradition française. Et enfin la crise politique. Et là, il a des mots extrêmement durs. La France est au bord du précipice. Derrière, en filigrane, il ne le dit pas explicitement, mais c'est une critique extrêmement forte contre ce que fait Emmanuel Macron. Il redit que la dissolution était une erreur, ce sont ses mots. Ensuite, c'est assez amusant, il était surpris, mais moi aussi j'étais surpris, donc je me sens un peu moins seul. Du succès du Front républicain. Voilà, du succès du Front républicain. Il dit, j'avais pas du tout perçu, je pensais pas que le Front républicain allait fonctionner de manière aussi efficace. Mais voilà, si on revient quand même aux 3 crises que la France va affronter selon lui, force est de constater aujourd'hui qu'on n'est absolument pas prêt. On a une classe politique qui est très faible. On doit voter un budget, on sait absolument pas comment ça va se produire. Et puis enfin, cette crise politique dont il parle. Mais il agite le chiffon rouge, quoi. Il dit rien ne va. Il faut trouver des solutions, notamment trouver un Premier ministre. Et sur la France insoumise, et je termine simplement par là, il parle quand même de la France insoumise qui cherche à faire un coup d'État. La France insoumise cherche à faire un coup d'État. La France insoumise aujourd'hui ne veut pas gouverner et donc ils agitent en effet. La France insoumise veut pas gouverner, mais ils sont prêts et donc, à faire un coup d'État. Ça représente une sorte de coup d'État dans le sens où ils cristallisent l'attention autour d'eux au sein du Front populaire, disent qu'ils censureraient même aujourd'hui un gouvernement qui serait dirigé par Bernard Cazeneuve. Donc on voit bien que Jean-Luc Mélenchon il vise 2027 et moi je pense que c'est ça finalement, moi la chose qui m'intéresse le plus, c'est qu'il appelle tout le monde, il implore limite tout le monde d'arrêter de penser à la présidentielle et il nous dit finalement que la vie politique française depuis des années est malade de son obsession pour la présidentielle. Vous le savez, Jules Torres, vous faites de la politique depuis des années, vous savez très bien que ça y est, les candidats sont déjà sur 2027, c'est terrible. Mais c'est vrai. Et moi, c'est l'esprit de la Constitution. Ce qui est intéressant, c'est que Mélenchon pense déjà à 2027, Marine Le Pen, c'est exactement la même chose, pense à 2027, Laurent Wauquiez pense à 2027, et au final, il y a le budget, lui, il a... Alors Pascal, une toute petite nuance, c'est qu'on est dans un pays qui est devenu une étrangeté démocratique où globalement, si vous êtes dans l'opposition, ça sert à rien. Et donc forcément, les partis d'opposition, et ça c'est pas une critique uniquement contre Emmanuel Macron, contre d'autres présidents de la République, ça sert à rien d'être quasiment à rien. Mais ça, Louis, c'est l'esprit de la Constitution de la Ve République. Non, parce que je me souviens et c'est pas forcément pour dire que c'était mieux avant, mais sous Jacques Chirac, sous François Mitterrand, il y avait cette culture, non pas du compromis, mais si vous voulez, dans les commissions parlementaires, les députés avaient l'habitude de travailler ensemble. Ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mandats qu'ils étaient ensemble. Et il était de coutume d'accepter un certain nombre de propositions des partis d'opposition. Ça se faisait. Aujourd'hui, ça, c'est complètement mort, c'est complètement terminé. Et donc, je peux comprendre aussi certains élus d'opposition qui disent « Mais moi, j'ai beau proposer tout ce que je veux, ce sera toujours non, et personne ne m'écoute. » Moi aussi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, c'est-à-dire que les partis à gauche et à droite dits modérés, donc on pense aux Républicains, on pense au PS, sont divisés. C'est-à-dire qu'on a une France aujourd'hui, effectivement, avec deux extrêmes, on a 2 blocs qui s'affrontent, et au milieu, on va en parler, on en parlera notamment avec Raquel Garrido. Vous êtes souvent divisés.
Quand vous êtes faible, vous êtes divisé, vous avez raison. Quand il y a un leader charismatique, comme on disait autrefois, qui s'impose naturellement à la tête d'un parti politique, il n'y a aucun problème de gouvernance et d'autorité. Quand vous avez Olivier Faure, pardon pour Olivier Faure, mais évidemment, la première tentation, si vous êtes élu socialiste, c'est d'essayer de le destituer. Olivier Faure vous remercie. Ouais, absolument. Voilà. Bon, on ira justement aux universités d'été du PS à Blois tout à l'heure. Vous allez rester avec nous dans un tout petit instant. C'est une exclusivité Europe 1. Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, sera mon invité. Il sera 19h45. Il va réagir pour la première fois à la vente de 12 Rafales à la Serbie, alors qu'Emmanuel Macron est arrivé là en fin d'après-midi en France à son retour de son déplacement à Belgrade. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Pascal de la Tour du Pin. On est toujours en studio avec le chef du service politique d'Europe 1, Louis de Ragnel, Jules Torret, journaliste politique au JDD, Paul Melun, essayiste et écrivain également. Évidemment, on revient sur cet long entretien au Figaro de Nicolas Sarkozy. Tiens, juste un petit mot, je rebondis sur ce que disait Maëlle, on a parlé de Xavier Bertrand, de Laurent Wauquiez qui était exclu. Xavier Bertrand, il tenait la corde pour Nicolas Sarkozy pour incarner un Premier ministre, pas Laurent Wauquiez, pas Valérie Pécresse non plus qui l'exclut, et pas non plus Bernard Cazeneuve. Mais ça, c'est moins étonnant. Franchement, c'est moins étonnant. Il est plutôt sympathique avec Bernard Cazeneuve. Évidemment, il n'appartient pas à sa paroisse, mais il dit que quand même, il porte la tunique d'un hollandisme finissant. C'est absolument pas la ligne qu'il voudrait au gouvernement, parce que le nom qu'on entend le plus ces derniers jours, c'est quand même celui de Bernard Cazeneuve. Alors hier, Ségolène Royal a fait un acte de candidature un petit peu baroque. C'était la première fois que je voyais ça. Elle a dit qu'elle était disponible chez nos confrères de LCI. Mais donc, quand même, plus on entend Bernard Cazeneuve, moins je crois que ce sera le Premier ministre la semaine prochaine. Ah oui. Vous avez remarqué, parce que vous l'avez dit, Pascal, aujourd'hui tout le monde est candidat pour être Premier ministre. Bien sûr, tout le monde est disponible. Il n'y a pas si longtemps que ça. Tout ça, c'était des jeux de coulisses, c'était des campagnes un peu secrètes. Là maintenant, tout le monde se dit, en fait, moi j'ai envie de ce boulot, quoi. C'est complètement dingue, et je trouve que c'est un symptôme un peu de l'effondrement du niveau de la classe politique, parce que autrefois, il y avait des députés qui savaient très bien que jamais ils ne seraient choisi Premier ministre, et ça leur allait très bien. Aujourd'hui, vous voulez pas être Premier ministre, Jules Torret ? Pourquoi pas, mais vous rendez disponible mon gardien de on serait content quand même de vous garder. Vous savez, ça fait un mois qu'ils nous vendent Madame Castet, qui est inconnue, qui est à la mairie de Paris. C'est aussi un peu la considère comme ancienne Première ministre alors qu'elle l'a jamais été. C'est pas que le déclin politique, même si je suis d'accord sur le constat. Oui, c'est aussi la tripartisation de la vie politique qui fait que du coup, il y a beaucoup plus de candidats différents qui peuvent prétendre au poste, que ce soit des candidats de droite ou que ce soit des candidats de gauche. La dislocation de la vie politique, d'abord, n'est pas que le fait d'Emmanuel Macron en plus, c'est aussi le fait, accessoirement, des électeurs qui ont choisi cette issue-là, notamment avec la vigueur du Front républicain. Mais aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de prétendants possibles, et je crois qu'Emmanuel Macron s'amuse de là où il est, de toutes ces candidatures, les regarde, que les bruits de couloir que l'on donne aux uns et aux autres, notamment aux conseillers, et qu'on redonne ensuite aux médias, créent cette ambiance un peu particulière qui, c'est vrai, est un peu inédite. Mais alors, ça fait 45 jours maintenant, 45 jours que la France est gouvernée, on va dire, allez, ça tangue. On sait pas où on va. Ça fait 45 jours qu'on n'a pas de Premier ministre nommé. Moi, je forme un vœu. On n'a que des démissionnaires. Ça va durer combien de temps, Louis ? C'est qu'on ait un gouvernement avant Noël. Ce serait quand même pas mal. Parce que c'est pas. Attendez. Louis, franchement. Attendez, Pascal. Vous croyez que c'est possible ? De manière très sérieuse. Et promis, cette fois, je suis beaucoup plus court que pour les précédentes interventions. On va avoir, un Premier ministre, mais qui sera à la tête toujours d'un gouvernement démissionnaire qu'il n'a pas choisi. Ensuite, va démarrer la phase de constitution du gouvernement. Et alors là, ça va être. Et je pense, parce que Emmanuel Macron a en tête l'idée d'avoir un gouvernement qui n'est pas renversé, mais le risque, c'est d'avoir un gouvernement qui ressemble à une paella. Il y aura un peu de tout, quoi. Il y aura un peu de gauche, un peu de droite, un peu de centre, un peu de fonctionnaire national, surtout pas trop politique. Mais à la fin, le problème, c'est qu'en fait, la situation exige d'avoir des politiques forts, puissants, avec de l'envergure, de l'étoffe, pour pouvoir piloter les administrations, faire des choix un peu courageux. Et je crains qu'on se retrouve avec un gouvernement très faible
et donc qui prend très peu de mesures, qui est complètement coincé, avec un Parlement qui a beaucoup de pouvoir mais qui peut pas prendre de décision parce qu'il est complètement éclaté. Donc il va falloir s'habituer à vivre comme ça, je pense. Mais c'est terrible ce que vous nous dites. Et pourtant, je suis un optimiste de nature, ça se voit pas là. Non, ça se voit pas là. Louis de Ragnel, ça se voit pas du tout. Jules Torres, c'est vrai. Est-ce que la France peut rester entre guillemets ingouvernable comme ça encore pendant des mois, des mois? C'était intéressant dans ce que Louis disait sur le fait que tout le monde aujourd'hui se déclarait candidat pour être Premier ministre. Et c'est aussi intéressant de voir le nombre de ministres qui aujourd'hui sont démissionnaires, mais qui veulent rester et qui ont fait acte de candidature pour rester dans le prochain gouvernement. Ils sont très attachés à la voiture à cocarde, à tous les avantages que peuvent procurer le fait d'être ministre. Il y a eu un papier, je crois, hier dans le Figaro, qui disait en gros qu'entre 10 et 15 ministres aujourd'hui du gouvernement veulent absolument rester et ont déjà lancé les tractations pour rester dans le prochain gouvernement. Il y en a qui veulent partir aussi et qui sont empêchés de partir. Et qui sont empêchés de partir. Donc vous voyez, ça contribue aussi à l'affaissement de notre vie politique et au niveau de notre débat politique. Alors après, est-ce que ce sera gouvernable ou ingouvernable? Ça malheureusement, j'ai pas pour l'instant les clés, mais dans une majorité, dans une Assemblée nationale aussi fragmentée où ça va être très difficile de gouverner et toujours sous le coup de l'épée de Damoclès de la motion de censure, à mon avis, ça va être très très compliqué. Bon, évidemment, situation très compliquée, on n'a pas les réponses. Je sens, Pascal, vous cherchez un truc positif. L'inflation est à 2%, Pascal. Voilà. On en a parlé dans le journal. Même la météo appelle à baisser les. Et vous partagez votre heure avec Louis de Ragnel et Paul Melun. Et Jules Torres, évidemment. Mais vous avez l'humilité de ne pas vous citer, c'est bien. Paul Melun, question, est-ce que Emmanuel Macron peut-être, entre guillemets, j'ai peut-être utilisé un terme qui n'est pas approprié, mais s'amuse de cette situation, c'est-à-dire qu'il consulte à droite, à gauche, il prend son temps. Vous me dites oui. Vous me dites oui. Voilà, bon, écoutez, tranquille. Sans trahir de secret, c'est un grand lecteur du Prince de Machiavel, et je pense qu'il s'amuse beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup de chapitres du Prince de Machiavel qui sont consacrés à la façon dont le prince doit traiter ses ministres. Parfois avec des égards, parfois avec des avantages, parfois en les congédiant, parfois en les exilant. Et que par ce petit jeu, on occupait une place solaire dans le système politique. Et je crois que ce président jupitérien aime cette place solaire, qu'il aime être le maître des horloges, qu'il ne l'est de moins en moins. Parce que là, la crise politique que nous vivons actuellement a démonétisé aussi une partie considérable de son pouvoir, notamment avec cette assemblée fragmentée. Il n'a pas de majorité absolue. L'Emmanuel Macron de 2017 n'est pas du tout le même que l'Emmanuel Macron de 2024. Et pour autant, il conserve, et ça c'est un vieux legs gaulliste, c'est le legs de notre Constitution, ce pouvoir immense qui est celui de nommer le Premier ministre. Et il a bien la volonté en lui de profiter de ce pouvoir jusqu'au bout et de jouer avec nos nerfs, analystes, commentateurs, écrivains, journalistes, en se disant, je vais continuer. Le problème, c'est que ce petit jeu-là, il serait juste drôle s'il n'était pas aussi malsain au niveau de la démocratie. Parce que nos compatriotes, ils se disent, mais qui va travailler sur le pouvoir d'achat? Qui va travailler sur l'insécurité? Qui va travailler sur la question migratoire? Qui va travailler pour redonner du pouvoir démocratique au peuple? C'était une des doléances des Gilets jaunes. Tous ces sujets-là, ils sont en jachère avec ce gouvernement démissionnaire. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Mais c'est vrai, je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez. Effectivement, Paul Melun, c'est très intéressant. Emmanuel Macron, dont on se souvient, vous vous souvenez, quand il allait à la rencontre des Français après la crise des Gilets jaunes, qui tenait effectivement des conférences, et qu'il avait des prises de parole, ça durait 6 heures, 7 heures. Vous vous souvenez le grand débat on n'a plus du tout ça, on le sent un petit peu, mais usé par le pouvoir, Emmanuel Macron. Est-ce que vous partagez aussi ce sentiment? Vous savez, je cherchais tout à l'heure à quand remonte le dernier déplacement de Emmanuel Macron sur le territoire français à la rencontre d'habitants, de Français, de manière très libre. Et je me suis dit que ça remontait très longtemps. La dernière fois qu'il a vraiment fait un déplacement, c'était à l'île de Saint. Il en a fait un à l'occasion du débarquement de Provence. Bon, c'était juste un discours, mais il n'y avait pas de grand déplacement à la rencontre des Français. Encore aujourd'hui, se déplacer. Et pourtant, exactement. Parce que ces déplacements, peut-être pour des raisons sécuritaires, Emmanuel Macron ne peut plus. Non, mais c'est vrai qu'il y a une contestation. Alors, ça explique pas tout. Ou pour des raisons de communication, parce que se faire huer quand vous êtes président de la République. On se souvient de ces images de François. Ça s'organise des déplacements Potemkin. Ça, ils en ont fait c'est pas très difficile à organiser. Vous mettez des barrières partout, vous faites les contrôles d'identité. Ils en ont fait plein, et notamment. Vous avez raison, sauf qu'aujourd'hui la presse le montre. Il y a des chaînes d'infos effectivement qui vous disent tiens, regardez, et les réseaux sociaux. Mais pour rebondir sur ce que disait Paul Melun, qui était effectivement très intéressant, moi je pense qu'Emmanuel Macron vit presque sa meilleure vie. Non, mais vous plaisantez. Non, je ne plaisante pas du tout. C'est pourquoi. Et ça, c'est les deux présidents de la République, Jacques Chirac et François Mitterrand, qui ont fait deux mandats, le confier à leurs proches. Au moment du premier mandat, votre pire ennemi, c'est l'opposition.
Et en fait, une fois que vous êtes réélu, le pire truc qui existe, c'est votre majorité, c'est vos amis. Parce qu'ils vous demandent tous des services, parce qu'ils connaissent tous vos défauts. Vous savez, parce qu'ils veulent tous vous remplacer. Donc, Emmanuel Macron, là, en ce moment, est débarrassé non seulement de l'opposition, mais aussi de sa propre majorité, et même de son Premier ministre. Et non, mais ça vous donne par rapport à lui. La particularité d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a dynamité sa propre majorité, Louis. Bien sûr. C'est bien différent de Jacques Chirac ou de François Mitterrand. Mais il en est débarrassé d'une certaine manière. L'un et l'autre avaient quand même mis, de près ou de loin, leur succession en place. Ce qu'on peut reprocher à Emmanuel Macron, c'est que s'il se veut homme d'État et qu'il veut exercer la continuité, il a beaucoup parlé de stabilité ces derniers jours, eh bien il faudrait qu'il réfléchisse à sa succession, qu'il réfléchisse à la structuration de son parti. Or là, il s'amuse avec les différentes cartes qu'il a dans son jeu. Et précisément, ce n'est pas dans sa nature. Et il a préféré balancer cette grenade dégoupillée avec sa dissolution. Et il les a tous tués. Édouard Philippe, Gabriel Attal, ils ont une relation aujourd'hui qui est absolument exécrable. Elisabeth Borne, il ne veut même pas en entendre parler. Enfin, c'est devenu aujourd'hui d'une violence terrible. Et pendant ce temps-là, quand même, c'est un sujet, parce qu'il nous reste peu de temps sur ce dossier que je voudrais aborder. Pendant ce temps-là, la France va mal également sur le terrain. On va aborder quand même les questions sécuritaires. La sécurité, c'est abordé aussi par Nicolas Sarkozy dans cette interview. À Mougins, donc ce gendarme tué lors d'un refus d'obtempérer par un homme déjà condamné 10 fois par la justice. Sa veuve qui accuse la France d'avoir tué son mari. Là aussi, je voudrais juste qu'on y revienne. Effectivement, il y a la crise politique, il y a la crise aussi sécuritaire, la crise sociale. Jules Torres, que fait-on ? Non mais c'est sûr, je ne sais pas si Emmanuel Macron vit sa meilleure vie, mais les gens qui le connaissent et qui l'entourent disent en tout cas qu'il y a une chose qui l'intéresse, c'est quelle trace il laissera dans l'histoire, quelle trace il laissera après son décennat. Et aujourd'hui, c'est le côté jupitérien, ça. Parce que c'est historique. Quand on fera le débrief en 2028, à quoi on pensera ? On pensera aux Gilets jaunes, on pensera au fiasco de la loi immigration, on pensera au fiasco des retraites, et on pensera évidemment au fiasco de ces 50 jours, et je dirais même de ces 100 jours, parce qu'en fait, ça dure depuis les élections européennes. Mais Emmanuel Macron, il s'est félicité de la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques, mais là, on a le réel qui revient de la manière la plus brutale possible. C'est-à-dire que on a en effet lundi ce gendarme qui est tué par un multirécidiviste capverdien qui n'aurait jamais dû être encore sur le territoire. On a ce matin une petite fillette de 7 ans qui est percutée par une racaille à Valoris où voilà, il y a 25 000 refus d'obtempérer aujourd'hui en France. Il y a un laxisme judiciaire incroyable. Et ben le problème, c'est qu'avec un gouvernement divisionnaire, on ne gère que les affaires courantes et on ne peut pas anticiper. On ne peut pas agir et faire de grandes réformes. On va continuer à en parler. On va aborder ce volet sécuritaire dans un instant. Il est 19h44 sur Europe 1. Restez avec nous, il y a une exclusivité Europe 1. Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, sera mon invité dans une petite minute. Il va réagir pour la première fois à la vente de 12 Rafales à la Serbie alors qu'Emmanuel Macron vient de rentrer en France.